de Diane-Charlotte Launay-Baillet, qui est directrice du consortium Agoria Santé du groupe DocaPost et qui va nous parler de la data qui améliore les services de santé au service des patients. Ça marche. Bon, après le teasing sur les petits choux, je vais essayer d'être rapide. Donc en fait, je trouve que l'intervention arrive à point nommé. Donc finalement, l'ordre du jour a été plutôt bien construit parce que je trouve qu'on se dirige de plus en plus vers de la donnée réglementée et de la donnée dans un cadre de plus en plus contraint. Moi, je vais vous parler de la donnée de santé. Donc là, on rentre vraiment dans le dur des datas qui subissent des réglementations et des critères aussi relatifs à la souveraineté qui sont très importants. Donc moi, j'ai rejoint DocaPost il y a à peu près 6 mois. Donc DocaPost, c'est la filiale de services numériques du groupe La Poste. Donc un ADN de société à capitaux publics, poursuite de l'intérêt général aussi, qui se positionne comme un peu le tiers de confiance de tous les services numériques de confiance qui sont opérés en France et plus particulièrement dans la santé, sur les questions d'hébergement de données de santé qui sont extrêmement réglementées et d'entrepôt de données santé. Et je vais y venir au travers de l'illustration de mon programme. DocaPost s'est aussi positionné sur la création d'un projet de cloud souverain, y compris dans le domaine de la santé, pour pouvoir justifier à la fois en France et en Europe de la maîtrise des données au niveau France et européen. C'est un projet qui est conduit avec Dassault Systèmes et Bouygues Télécom et dont les perspectives dans le secteur de la santé sont aussi très intéressantes. Et donc, je vais zoomer sur la donnée de santé, qui est le sujet qui m'anime au quotidien chez DocaPost. Alors, je présenterai le consortium pour lequel je travaille, qui est piloté par DocaPost, mais qui est composé d'acteurs, sociétés pharmaceutiques en particulier, et qui tourne autour de la question de comment mieux exploiter les données de santé d'un point de vue des industriels, mais de manière plus générale d'un point de vue de la société. Tout le monde s'accorde à dire que les données de santé, c'est la prochaine révolution du secteur de la santé. Et à vous avoir tous bien écouté ce matin, je pense que ça confirme mon sentiment, qui était qu'en fait, la santé, c'est le secteur où il y a une mine incroyable de données, et on en est tous producteurs. Et finalement, il me semble que c'est l'un des secteurs où cette donnée est la moins exploitée aujourd'hui. En tout cas, la maturité est nettement inférieure à d'autres secteurs, en particulier les médias. On a eu beaucoup d'exemples ce matin sur ce sujet. Néanmoins, l'usage des données de santé, c'est vraiment un défi pour notre système de santé. Et j'entendais tout à l'heure Data for Business, Data as Business. En fait, on est en plein dans les deux usages, avec des utilisations pour transformer notre système de santé, vraiment en termes de politique publique de santé. Donc améliorer les parcours de soins, faire en sorte que les différents acteurs de la chaîne d'un service de santé puissent communiquer cette donnée pour la faire progresser. La recherche scientifique, bien évidemment, et toutes les innovations thérapeutiques qui peuvent en découler. À titre d'exemple, on entend de plus en plus parler des jumeaux numériques pour développer des nouvelles thérapies, des digital therapeutics, donc qui sont des thérapies digitales, très concrètement, de comment est-ce que les industriels vont pouvoir développer aussi des essais cliniques numériques sans aller donner des placebos à des groupes de patients, simplement au travers d'avatars numériques à qui pourront tester l'administration de certains traitements. Et puis, bien évidemment, la donnée comme système de pilotage global du système de santé. On a tous subi et suivi de près la crise Covid, et ça a donné un vrai coup d'accélérateur aussi dans les progrès autour de l'exploitation des données de santé. Et puis, tout le champ de la médecine préventive et du diagnostic, avec tout ce qu'on peut faire en termes de prédictisme pour évoluer vers l'identification très en amont de comportements à risque et pouvoir dépister au plus tôt et encourager des comportements vertueux autour des données. Donc voilà le potentiel, on en est tous conscients, et DocaPost s'est positionné vraiment comme un acteur qui veut avoir sa place dans l'exploitation et les usages qui en feront de ces données de santé. Très réglementée certes, mais aussi très foisonnante. Et donc c'est vraiment une chaîne très complexe qui soulève de nombreux enjeux. Et le consortium que je porte, il cherche aussi à fédérer et à trouver des solutions pour mettre autour de la table tous ces acteurs de cette chaîne de la donnée de santé, qui, du coup, c'est sa richesse d'être un secteur hyper diversifié, mais en même temps, c'est une faible harmonisation, des enjeux d'interopérabilité, et je vais y venir.
Donc, la donnée de santé, en fait, tout le monde en est producteur. Je disais, nous, les patients, mais il y a effectivement les sociétés qui produisent de l'IoT, des outils connectés, des logiciels de télésurveillance des patients. Vous avez vu l'explosion de la télémédecine, et donc ça génère des données, on va dire, dans tous les sens. Il y a des données plus médico-administratives qui sont plus à la main des autorités de santé. Donc, l'assurance maladie est un très, très gros pourvoyeur de données de santé. En France, on se caractérise vraiment par la richesse d'une source de données qui s'appelle le Système national des données de santé, qui est vraiment le cumul entre les données de remboursement de l'assurance maladie et les données de remboursement de l'hôpital, qui donne pour une base de 66 millions de patients de données de santé qui peuvent être exploitées par différents acteurs de la chaîne de valeur de la donnée de santé. Et je vais revenir sur le cadre très contraint d'exploitation de ces données, parce que c'est vraiment ça qui caractérise le secteur des données de santé. Mais on a vraiment cet actif majeur, et au niveau international, c'est vraiment unique, en fait, les données dont dispose la France, pilotées par l'assurance maladie. Et puis, le potentiel aussi de croisement des données, mais ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. C'est des données du patient, des données collectées par le médecin, des données issues aussi je sais pas, de facteurs météorologiques, de facteurs environnementaux. Et c'est le croisement de l'ensemble de ces données qui vont pouvoir générer de la valeur. Alors, sur les enjeux, ou en tout cas les contraintes aujourd'hui auxquelles on est confronté, il y a, compte tenu de ce parcours un peu très sinueux des producteurs de données, il y a tous les aspects autour de la gouvernance. Et donc, on a une gouvernance qui est poussée par une politique publique d'harmoniser les systèmes d'information, de faire en sorte que cette donnée soit pilotée au niveau national, mais on est de plus en plus en train de développer une conviction que finalement, est-ce qu'il faut que ce soit simplement l'État qui soit garant de l'ensemble de ces données, ou finalement faire confiance à des logiques un peu plus décentralisées? Derrière cela, il y a effectivement l'interopérabilité et toutes les normes pour que ces données puissent communiquer entre elles, sachant que l'ensemble des médecins de ville, par exemple en France, ne sont pas équipés du même logiciel, donc on part de là. Progressivement, il y a une trajectoire qui est portée aussi par les pouvoirs publics. Vous avez sans doute entendu parler du Ségur de la santé. Il y a un volet Ségur du numérique qui vise aussi à renforcer l'interopérabilité entre tout ce système. Il y a les aspects relatifs à la sécurité, parce qu'on parle là à proprement parler de données personnelles et de données de santé en particulier. Donc on est vraiment dans le sacro-saint de la protection des données, et donc en matière de sécurité, d'homologation des plateformes qui vont pouvoir héberger ces données, les conserver dans des règles extrêmement strictes, à la fois d'un point de vue de la cybersécurité, de la sécurité des systèmes d'information et de la conformité réglementaire. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les contraintes, en tout cas le cadre imposé par notamment la CNIL sur la gestion des données de santé en particulier, mais j'entendais tout à l'heure une intervention sur des données sur lesquelles on n'avait pas forcément besoin du consentement, ou en tout cas sur lesquelles on pouvait pousser de la pseudonymisation et de l'anonymisation pour s'affranchir de certaines contraintes liées à les données personnelles. Il y a quelques sociétés qui sont en train de se développer aujourd'hui dans le secteur de la santé pour pousser cette réflexion-là. Néanmoins, on évolue dans un cadre qui est extrêmement réglementé, où il faut il faut obtenir évidemment le consentement du patient. S'il a donné son consentement pour des données de soins, il ne l'a pas forcément donné pour que ces données soient utilisées à des fins de recherche. Donc dès qu'on veut réutiliser les données, il faut pouvoir revenir vers le patient, ou en tout cas s'assurer qu'on soit transparent sur l'usage de ces données. Donc c'est un volet qui est extrêmement lourd à gérer. Les aspects éthiques, bien entendu. Donc, sur mon programme, et j'y viendrai, on s'est entouré d'un comité éthique et scientifique, et c'est vraiment là un axe qu'il faut que les acteurs qui s'embarquent dans les projets sur les données de santé aient bien en tête. C'est que c'est aussi ce qui est imposé par le régulateur. Et enfin, les aspects de technologie, parce qu'il faut être capable d'exploiter cette mine d'or de données. Et on parle de données, je parle des 66 millions de patients. On arrive très rapidement à des contraintes technologiques fortes pour pouvoir exploiter tout le potentiel de ces données. Donc, comment DocaPost s'est positionné dans ce contexte-là? Alors, avec notre casquette intérêt général, comment on va prendre on s'est demandé, DocaPost s'est demandé comment il allait prendre le sujet, et donc finalement on a suivi la logique un peu de l'État plateforme, mais qui est valable aussi dans tout secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on a ultra écosystémique,
Et donc finalement, comment se positionner? On a choisi 2 axes. Le premier axe, c'est essayer de fédérer au maximum les acteurs de l'écosystème de la donnée de santé qui trouvaient un intérêt à se mettre autour de la table pour trouver des solutions et opérer dans un cadre tous ensemble pour valoriser les données et faire en sorte de faire émerger des cas d'usage utiles à la société. Donc il y a cet axe fédérateur, et puis il y a aussi, fort de nos actifs technologiques, c'est de proposer une plateforme technologique qui permette de traiter les données de santé. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Moi j'en ai finalement hérité il y a 6 mois, mais pendant au moins 3 ans, il y a eu beaucoup d'échanges avec la CNIL pour que DocaPost soit autorisé à créer un entrepôt de données de santé capable d'aller croiser et chaîner de multiples sources de données de santé. C'est assez inédit, hein, parce qu'un entrepôt de données de santé privé, il en existe très très peu aujourd'hui, donc c'est en train de se développer, mais c'était un positionnement assez précurseur. Les établissements de santé peuvent aujourd'hui créer des entrepôts de données de santé, mais c'est à des fins de recherche publique et académique, mais à l'usage d'acteurs privés, on en est vraiment au début de l'histoire. Donc Agoria Santé, c'est un consortium d'acteurs. Donc on a cofinancé DocaPost, AstraZeneca et Takeda la création de cette plateforme de données qui met en relation finalement tous les producteurs de données de santé qu'on peut aller identifier et qui seront plutôt fléchés par ces industriels pharmaceutiques, mais pas que, parce qu'on a aussi beaucoup d'acteurs qui frappent à notre porte et qui sont intéressés à valoriser leurs données, évidemment, et à les verser dans cet entrepôt de données à des fins de réexploitation. Donc on est en train de constituer un catalogue, une logique vraiment de catalogue de données de santé. En sortie, on met à disposition ces données de porteurs de projets. Alors dans les cas d'usage, aujourd'hui, c'est très industriel du secteur du médicament. Donc c'est des études de données pour dimensionner une population cible pour sortir un nouveau traitement. C'est mesurer l'impact d'un produit qui a été mis sur le marché parce qu'il y a énormément de rapports à produire pour les autorités de santé. Et donc c'est sur la base de données de santé que ces industriels peuvent documenter l'efficacité de leurs produits. Et donc ça, c'est les principaux acteurs. C'est des apporteurs de données et des porteurs de projets sur la plateforme. Et puis après, nous, on essaye de fédérer autour, dans des logiques plus de partenariat, toutes les sociétés techno de health tech qui se positionnent sur cette chaîne de valeur et qui aujourd'hui sont finalement très, très atomisées et un peu chacun dans son coin, qui se posent les mêmes questions autour de comment je peux valoriser mes données, dans quel cadre de coopération je peux interagir, et cette logique d'entrepôt qui permet du coup de stocker et de réutiliser et de ne pas se lancer dans des projets one-shot systématiquement sur ces données. Donc c'est vraiment dans une vision plus industrielle et scalable que la plateforme Agoria a été créée. Je crois que j'ai fait le tour, je suis allée trop vite, non ? Non, parce qu'il y a les petits choux, c'est ça, hein ? Ah, des questions. Enfin, une en tout cas. Et puis on va voir si la salle en a, parce qu'en fait, on a quand même baigné dans un grand feuilleton qui était le Health Data Hub et Microsoft. Oui. Et donc, ma question, c'était finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans et demi ? Est-ce que ces données ont été traitées chez Microsoft ou est-ce que c'était juste une grande constipation ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors moi, je ne peux pas me prononcer à la place des pouvoirs publics, mais évidemment que Agoria Santé s'est aussi constitué au moment de ce feuilleton où effectivement, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, le Health Data Hub portait vraiment l'ambition nationale de créer un gros entrepôt, un énorme data lake des données de santé des Français. Que le monde entier nous envie. Exactement. Et qui sont un enjeu de souveraineté. Et le choix technologique d'hébergement de ces données a été confié à Microsoft Azure. Et aux alentours de la deuxième campagne présidentielle, la CNIL s'est prononcée en la défaveur de cet hébergement et donc a mis un point d'arrêt à l'ambition du Health Data Hub qui était vraiment de porter ce data lake au niveau national. Et donc aujourd'hui, finalement, le Health Data Hub est un peu relégué au même cran que les autres initiatives privées, privées ou publiques, qui consistent à ne pas pouvoir réutiliser de manière systématique et disposer de ces données de manière très très fluide. Et donc aujourd'hui, nous, on reste dépendant du Health Data Hub, qui a quand même pas complètement perdu ses positions et qui reste un des pourvoyeurs de données. Donc
très concrètement, quand nous, au sein de la plateforme, on a besoin de ces données de l'assurance maladie, il faut qu'on s'adresse au Health Data Hub. Mais qui héberge ces données où ça, là, en ce moment? Alors, pour l'instant, c'est un hébergement franco-français. Ils n'ont pas franchi le pas de l'hébergement de la totalité du système national des données de santé chez Microsoft. Et dernière question, au SXSW, il y a Apple qui est en pleine expansion sur son activité d'assurance. Et la personne qui était en charge de ça disait que finalement, ça n'avait pas tellement d'importance que Pépé partage ses informations médicales avec son petit-fils et sa mère dans un même compte. Donc, c'était assez sidérant de notre point de vue à nous. Vous les voyez venir, Apple? Vous les considérez comment dans votre projet? En fait, alors à très court terme, nous, le projet, vous l'aurez compris, il est très franco-français, parce qu'on y va petit à petit. Et vis-à-vis du Health Data Hub notamment, c'était déjà d'apporter une solution souveraine et française pour débloquer l'usage de ce potentiel de données. On se projette aussi au niveau européen, parce qu'il y a un grand programme qui est de créer l'espace européen des données de santé. Mais bon, si on est dans les mêmes timings que le Health Data Hub, je pense qu'on y sera dans 10 ans. Et effectivement, Apple, on les regarde un peu de loin pour l'instant, mais sur certains aspects, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite qu'il n'y paraît, notamment sur la question de comment est-ce qu'on donne le consentement et comment est-ce qu'on raccourcit l'autorisation qui est donnée par les patients et les citoyens à l'usage de leurs données. Je pense qu'Apple peut être un véritable accélérateur pour ça. Hop, on clique et on autorise tout le monde et on balaye certains freins. Voilà. Néanmoins, la CNIL veille de manière très stricte au grain. Est-ce que vous avez une question? Sinon, on enchaîne par les choux. On a une demi-heure de pause et après, je vous dis le programme pour vous donner envie de rester parce qu'il est très bien. Vous savez que dans vos métiers de la data, il y a quand même un gros sujet RH qui va être abordé par Iman Benaoun-Fleury de Human Skill et Virgile Rinjard de Figures, à la fois sous l'aspect orga et chiffres salaires. Ensuite, on va parler avec Pernod Ricard d'IA et avec Microsoft d'IA. Sébastien Imbert va faire la clôture en parlant de ChatGPT 3, 4, 5, 6, 7. Donc, merci. Je vous demande de vous applaudir parce que vous êtes super attentifs et on se retrouve dans une demi-heure.